Pendant le webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions via l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui connectés au webinaire. Nos experts essaieront, dans la mesure du possible, de sélectionner quelques questions et de répondre en direct. Quoi qu'il en soit, nous vous mettrons à disposition une FAQ que vous aurez d'ici quelques jours à votre disposition. Le support sera téléchargeable dans l'onglet Apps que vous avez également en bas de votre écran. Vous avez la possibilité d'interagir via les émoticônes à disposition également. Donc, bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous commençons avec la CEPAM. Alors, vous avez un petit souci de micro. Je pense que vous ne l'avez pas activé. Je vous laisse faire nécessaire. Marie-Pierre. Merci, le micro est activé. Absolument. Donc, parfait. Florentina, à mes côtés, Marie-Pierre. Nous allons vous présenter la gestion des arrêts de travail, les bonnes pratiques. Et nous répondrons donc à vos questions à l'issue de cette première partie. Au programme, donc un point sur les deux modes de transmission, flux DSN ou flux DSIJ, via une saisie sur NetEntreprise. Puis nous vous présenterons le profil des résultats de la région Aura au niveau de vos transmissions. Et pour terminer, nous aborderons l'intérêt d'une gestion régulière des flux DSN qui permettent de fiabiliser et réduire les délais de traitement des dossiers. Le délai d'envoi de vos attestations de salaire conditionne la rapidité de paiement des indemnités journalières. Donc, pour une bonne gestion d'un dossier d'indemnité journalière, le délai d'envoi de l'attestation de salaire employeur doit être inférieur à 15 jours. Le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de vous accompagner pour améliorer le délai d'envoi de vos attestations de salaire. Donc, deux notions importantes à retenir et une préconisation. La première notion, le délai attendu de 15 jours est calculé entre la date de prescription de l'arrêt de travail de votre salarié et la première attestation juste permettant le paiement de l'indemnité journalière. La deuxième notion, une attestation erronée impacte le délai de paiement car nous prenons uniquement en compte, comme je vous l'ai déjà dit, la première attestation juste réceptionnée. Enfin, la préconisation. Donc, nous vous conseillons d'opter pour un flux DSN plutôt que la saisie d'une attestation sur NetEntreprise. Et je vous expliquerai bien sûr pourquoi dans les diapositives suivantes. Alors, voyons dans quel cas vous allez réaliser un signalement d'arrêt de travail DSN. Premier cas, dès que vous recevez un arrêt de travail initial, quel que soit le risque, que ce soit maladie, maternité, paternité, accident de travail, d'au moins 1 jour. Deuxième cas, dès que vous recevez un arrêt de travail avec un risque différent, par exemple, un premier arrêt en maladie suivi d'un deuxième arrêt en maternité. Troisième cas, lorsque vous gérez des périodes de fractionnement pour un arrêt pour congé paternité. Un signalement d'événement arrêt de travail est attendu pour chaque période de fractionnement. Donc ça concerne le congé paternité. Alors, pour rappel, le signalement vaut pour une série d'arrêts sans reprise de travail, donc arrêts initiaux et prolongation, et sans rupture au-delà de 48 heures entre deux arrêts. Donc, ne refaites pas d'attestation de salaire lorsque vous recevez une prolongation d'arrêt de travail, car vos DSN mensuels additionnés à votre signalement d'arrêt de travail DSN suffisent pour payer un arrêt et vous dispensent de réaliser une attestation de salaire sur NetEntreprise. Ça évite également les doublons, mais on en reparlera plus tard. Donc, le signalement DSN est donc plus simple, plus rapide et plus efficace. Alors, plus simple parce qu'il vous évite de saisir les salaires, car ils sont
alimenté par vos DSN mensuels, plus rapide car vous n'avez plus de saisie en 8 étapes comme sur Net Entreprise. Vous renseignez uniquement le dernier jour de travail, le risque, donc soit maladie, maternité, accident du travail, et si vous faites ou pas la subrogation. Et enfin, plus efficace, grâce à la fiabilité des données transmises. Florentina, je te coupe. On peut peut-être répondre. On a une question. Pourquoi faut-il faire un signalement pour des arrêts de moins de 3 jours puisque cela correspond au jour de carence CPAM? Alors, en fait, effectivement, la consigne, c'est de vraiment, même si vous avez qu'une journée d'arrêt, de faire un signalement d'événement. Alors, parce qu'en fait, sur les arrêts de travail, vous n'avez pas la pathologie déjà. Et il faut savoir que certains arrêts, même s'il y a 3 jours de carence, peuvent être indemnisés dès le premier jour, notamment c'est le cas des affections longue durée, tout ce qui est à 93. Et ça, vous, en tant qu'employeur, vous n'en avez pas connaissance, puisque ce n'est pas une obligation d'être coché sur le volet 3. Donc c'est pour ça, et puis c'est aussi pour garantir les droits de vos salariés, notamment pour la retraite. Je laisse Florentina continuer. Alors, si vous ne pratiquez pas la subrogation, c'est-à-dire que vous demandez un paiement des indemnités journalières aux salariés, vous devez réaliser votre signalement d'arrêt de travail DSN dans les 5 jours maximum. Ce délai est très important, 5 jours, qui suivent la connaissance de l'arrêt. Le non-respect de ce délai a des conséquences sur les revenus de vos salariés, puisqu'ils peuvent rester un délai autrement assez long sans paiement. Et peuvent provoquer donc de l'incompréhension, de la réclamation de la part de vos salariés. Si vous subrogez, 2 possibilités d'envoi des signalements. Soit vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fil de l'eau à réception du volet 3, soit vous pouvez attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour l'envoi des signalements d'arrêt de travail. Par contre, pour une meilleure gestion comptable de vos dossiers et limiter l'impact financier en cas de subrogation, vous n'êtes pas obligé, et je dirais même qu'il est préférable, de ne pas attendre la DSN mensuelle pour générer vos signalements d'arrêt de travail. Alors qu'à ce jour, vous êtes tous en DSN mensuel, vous avez tous l'historique suffisant pour générer des signalements d'événements DSN. Si vous ne faites pas encore de signalement d'événements arrêt de travail DSN et que vous souhaitez un accompagnement pour réaliser vos premiers flux, donc n'hésitez pas à contacter les chargés de la relation entreprise de votre département. À votre demande, ils peuvent rematérialiser vos premières attestations de salaire faites en DSN et vous les envoyez. Ça vous permettra donc de vérifier les éléments indiqués et d'ajuster vos paramètres si nécessaire. À savoir également que le service support du 3679 peut également vous accompagner dans ces démarches. Si vous n'avez pas la possibilité de générer un flux DSN, par exemple, votre éditeur n'est pas encore prêt pour cette démarche, vous avez toujours la possibilité de saisir vos attestations de salaire, donc en 8 étapes, sur Net Entreprise. Alors, pour rappel, votre saisie va concerner soit un arrêt initial d'au moins 1 jour, comme vous a expliqué Marie-Pierre, soit un changement de risque, soit une période de fractionnement du congé maternité. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, nous insistons sur le fait qu'il est préférable de faire un signalement d'événement DSN. Alors, pourquoi? Toujours dans les plus de la DSN, notamment pour le congé paternité, les dates de fractionnement sont transmises automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de remplir de tableau de fractionnement. Et pour les accidents du travail, de trajet, de rechute, maladie professionnelle, 2 attestations de salaire sont transmises automatiquement, une en maladie, permettant donc une indemnisation provisoire, et une en accident du travail. Alors, quand recourir à Net Entreprise? Alors, il est préconisé de recourir à Net Entreprise uniquement dans les situations suivantes.
Pour la saisie des attestations de salaire en temps partiel thérapeutique, car actuellement, il n'est toujours pas possible de le faire par signalement d'événements DSN. On en parle, hein, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle, peut-être l'année prochaine, on espère en tout cas. Pour la saisie donc d'une attestation rectificative, en cas de compte-rendu négatif ou de bilan de notification qui vous y invite. Alors, n'envoyez pas de documents si on ne vous les demande pas. D'ailleurs, pensez bien également à vérifier les données à saisir, hein, donc le dernier jour de travail, les dates de subrogation et les éléments de rémunération avant de saisir votre attestation sur NetEntreprise. Alors, sachez que le risque d'erreur en attestation de salaire, pour les attestations de salaire sur NetEntreprise est bien supérieur au signalement d'événements DSN. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, et j'insiste encore, il vaut mieux prioriser la DSN. Alors, pour rappel, en DSN, en cas d'erreur, vous pouvez effectuer une annulée et remplace à n'importe quel moment. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre donc la prochaine DSN. Voilà donc pour cette première partie. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre. Alors maintenant, moi, je vais vous proposer d'aborder… alors, juste avant, je vois bien les questions hein, qui arrivent dans le chat. On les prendra dès qu'on aura fini notre partie. Hein. On les a bien vues. Je vous propose maintenant d'aborder quelques chiffres pour la région Aura, hein, parce que je pense que c'est important pour vous de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos transmissions d'attestation de salaire. Alors, les chiffres, on va pouvoir les mettre, Florentina. Donc, ces chiffres qui sont présentés sont en fait une compilation des données globales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, et ce sont des chiffres qui vont de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Alors, sur cette période, la région Auvergne-Rhône-Alpes a traité 1 218 466 attestations de salaire. Alors, même 385, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête 466, 385 attestations de salaire. Donc, les arrêts qui ont été traités sont plutôt des arrêts au risque maladie, hein, donc le volume est de 82% de la totalité des arrêts. Et la maternité, quant à elle, va représenter 8,5% et l'AT-MP 9,5%. Alors, vous, employeurs, vous nous transmettez vos attestations de salaire hein, dans un délai moyen de 19,2 jours. Et 55% de vos attestations sont générées en moins de 14 jours. Hein. Et au niveau Aura, par contre, bah, du coup, il en reste 45% qui sont envoyés dans un délai supérieur à 14 jours. On vous rappelle que l'objectif qui est souhaité par la CPAM est une transmission de vos attestations dans un délai inférieur à 15 jours. Donc souvent, hein, quand vous rencontrez les chargés de la relation entreprise, on vous invite effectivement à déterminer un petit peu les causes de ces délais, hein, qui n'incombent pas toujours à l'employeur d'ailleurs. Hein. Ça peut être les prescriptions de reçues tardivement, les prescriptions de repos, hein, ce qu'on appelle les PRN, ou des circuits, ça peut être dû à des circuits internes. Voilà. Une fois qu'on a reçu votre attestation de salaire, les CPAM, en règle générale, hein, sur la région Aura, vont avoir un délai de traitement moyen de 8,8 jours. Voilà. Donc, ce qui est important, hein, la notion qui est vraiment importante, c'est de sensibiliser ces salariés, puisque l'arrêt de travail doit nous parvenir, en tout cas, dans un délai de 48 heures pour la maladie et de 24 heures pour le certificat médical initial accident du travail. Voilà. Donc, vous, en tant qu'employeur, dès que vous avez effectivement réceptionné l'arrêt de travail, il est conseillé d'effectuer votre attestation de salaire. Donc, si vous êtes en DSN, hein, Florentina vous l'a dit, dans un délai de 5 jours. Et puis, quand vous le faites sur notre entreprise, vous pouvez tout à fait le faire dès réception de l'arrêt de travail. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, à réception des documents, hein, si ceux-ci sont effectivement justes et exploitables, la CPAM va traiter le dossier sous 8 jours. Autre point important, c'est que actuellement, au niveau de la région Aura, alors ça, c'est un point très, très positif, hein, 70,7% d'entre vous effectuent leur attestation de salaire via le signalement d'événements DSN. Hein, donc, le taux de DSN est de 70,7. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, le taux est de 70. Donc, du coup, on a un taux qui
qui est cohérent avec le national. L'objectif 2024, lui, sera d'atteindre un taux minimum de 72%. Hein. Donc, j'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore rentrées en signalement d'événements DSN à le faire. Alors, afin d'améliorer effectivement le délai moyen d'envoi des attestations de salaire, je vous propose quelques bonnes pratiques. Voilà, donc ça c'est pour diminuer les délais de traitement, pour diminuer toutes les sollicitations, que ce soit au niveau de l'employeur ou des appels CPAM ou des appels salariés au 3646, et puis d'éviter les réitérations. Alors, on va voir la première bonne pratique. Alors, on a pas mal de soucis qui concernent les SIRET, enfin les multisites et les SIRET centralisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les multi-établissements ou les holdings, le SIRET centralisateur, en fait, est le SIRET unique pour lequel les paiements en provenance de la CPAM vont être reçus. Donc ça, c'est vraiment très, très important. En cas de multisite, je vous invite à vraiment être vigilant et ne pas alterner entre SIRET de l'établissement de rattachement de votre salarié et SIRET centralisateur. Vous devez vraiment toujours indiquer le SIRET centralisateur. Ça permet de ne pas bloquer le délai de traitement du dossier, puisqu'effectivement, si nous avons deux SIRET, on peut croire qu'il y a deux employeurs différents et du coup, ça nécessite des appels sortants de la part des CPAM. Alors, si l'arrêt de travail, si votre arrêt de travail va faire l'objet d'un signalement d'événement DSN, et si vous subrogez, donc pour les établissements qui sont rattachés à un établissement centralisateur, vous devrez renseigner correctement le bloc 07. Alors là, ça va être un petit peu technique, on pourra vous réexpliquer. Donc, dans un premier temps, vous allez toujours aller dans le bloc S20G0007 dans le type 9 pour indiquer le contact chez le déclaré. Puis dans le type 4, toujours dans le même bloc, dans le type 4, pardon, vous mettrez le contact chez l'établissement centralisateur pour les indemnités journalières. Puis ensuite, dans le type 1, vous indiquerez le nom et le prénom du contact, l'adresse téléphonique en type 2 et en type 3, l'adresse mail du contact. Et ensuite seulement, vous pourrez aller dans le bloc 60 pour indiquer votre SIRET centralisateur et également l'IBAN, qu'on va retrouver l'IBAN en type 7. Et puis, ça va vous demander aussi votre BIC en type 8 pour pouvoir effectivement, ce sont des rubriques qui sont obligatoires à remplir pour pouvoir payer en cas de subrogation. Voilà. Par contre, si votre arrêt de travail ne fait pas l'objet d'un signalement d'événement DSN, puisque vous pouvez avoir un arrêt de travail notamment avec des soins sans arrêt, enfin uniquement des soins et pas d'arrêt. Donc dans ce cas-là, vous mettrez effectivement les éléments dans votre DSN mensuel. Tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour garantir le droit de vos salariés. Alors, vous l'avez compris, tout à l'heure, je vous ai dit, on passe uniquement par le SIRET centralisateur et pas par les SIRET de rattachement de l'entreprise. C'est très important parce que une des difficultés, effectivement, c'est il ne faut pas multiplier les attestations de salaire. Alors, je vous donne un exemple. Dans certains cas, on va recevoir une attestation de salaire qui est saisie sur cette entreprise qui a été faite par l'établissement de rattachement du salarié. Puis, on va en recevoir une qui est faite par le SIRET centralisateur, donc ça peut être une DSN. Et puis même parfois, en fait, ce qui va nous arriver, on reçoit aussi une attestation de salaire par courrier par le salarié qui lui détient une copie. Voilà. Et alors, on peut aussi, ça nous arrive, d'avoir un doublon avec le cabinet comptable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a 4 attestations de salaire comme ça, il peut même arriver… Alors, ce qui peut se passer, c'est que les éléments qui sont inscrits dans les attestations de salaire sont différents. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le service indemnité journalière va être obligé de vous faire un compte-rendu négatif et il va vous demander une attestation rectificative ou une annule et remplace si vous avez fait en DSN pour confirmer les bons éléments à prendre en compte. Voilà. Donc, veillez vraiment à ne pas multiplier les attestations de salaire et de ne pas faire de doublons.
Alors, quand vous allez recevoir plusieurs arrêts avec des risques différents, ce qui est déjà très important, c'est lors de la saisie des attestations de salaire, c'est de respecter la chronologie des arrêts, hein, de manière à ce qu'ils arrivent bien dans l'ordre, puisque si vous ne la respectez pas, effectivement, ça peut éventuellement engendrer des régularisations. On est bien d'accord, hein, je vous l'ai dit précédemment, quand vous recevez un arrêt de travail initial et que vous avez fait un signalement d'événement DSN, vous n'allez pas sur Net Entreprise refaire une attestation de salaire. Autre petite bonne pratique, hein, pensez bien qu'à partir du moment où vous avez reçu un arrêt initial, que vous avez fait votre attestation de salaire, que vous avez bien indiqué tous les éléments de façon correcte, hein, c'est-à-dire dernier jour de travail et notamment sur la subrogation, quand vous recevez de prolongation, vous n'avez pas à faire une nouvelle attestation, hein. Une prolongation, comment ça se traite? Vous ne faites pas de signalement d'événement DSN ou de saisie sur Net Entreprise, hein, vous enregistrez simplement cette prolongation dans votre logiciel de paye. Alors, si vous avez besoin de connaître, par contre, l'état d'avancement des paiements des indemnités journalières, hein, sachez que vous pouvez contacter le 3679 si vous avez un doute, effectivement, sur le moment où vous devez faire les attestations de salaire. Alors, en DSN, là, vous avez une petite diapositive hein, qui explique ce que vous devez faire quand votre salarié reprend le travail. Alors, s'il reprend le travail à la date prévue, là, vous alimentez simplement cette date de reprise réelle dans votre logiciel de paye et ça permet de clôturer l'arrêt, en fait. Hein, ça va permettre de clôturer l'arrêt et, bien sûr, vous ne faites pas de signalement d'événement DSN. Uniquement, vous alimentez votre DSN mensuel. Alors, je vous invite régulièrement à vérifier que cette date est bien indiquée dans votre logiciel de paye parce que qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas, hein, s'il n'y a pas de date de reprise de travail indiquée, le système va envoyer automatiquement et à tort à la CPM une attestation de salaire de plus de 6 mois. Elle le fait au bout du 4e mois. Donc ça, c'est un flux inutile. Hein. Nous, quand on reçoit effectivement cette information, on va être obligé de vous contacter, déjà de vous faire un compte rendu négatif. Ça va générer un contact téléphonique à vous en tant qu'employeur pour effectivement avoir une compréhension du dossier. Voilà. Par contre, si votre salarié, lui, reprend avant la date prévue, là, vous devez effectivement informer la CPAM. Donc, vous allez effectuer un signalement d'événement DSN au motif reprise anticipée. Donc, ça, c'est si vous faites un signalement d'événement DSN. Par contre, si vous voulez passer par Net Entreprise, dans ce cas-là, vous saisissez une attestation de salaire de reprise anticipée. Hein, donc, le motif, ça sera déclaration de reprise de travail exclusivement. Et là aussi, il est très important de faire cette attestation afin d'éviter un paiement non justifié et de générer un indu. Voilà. Donc, si, par contre, quand vous êtes sur Net Entreprise, si votre salarié n'a pas repris le travail au bout du 4e mois hein, et que vous ne pratiquez pas le signalement d'événement DSN, parce que vous savez, quand vous faites du signalement d'événement DSN, je vous ai dit tout à l'heure, l'attestation se génère automatiquement à partir du 4e mois. Là, si vous passez par Net Entreprise, ça ne sera pas le cas. Donc là, vous devrez faire ce qu'on appelle la 2e attestation de droit, hein, c'est-à-dire pour l'ouverture de plus de 6 mois, les droits de plus de 6 mois, et vous la saisirez sur Net Entreprise. Et là, dans la diapositive, ça vous montre, hein, vous devrez indiquer le total des salaires sur 12 mois, hein, si votre salarié a travaillé moins de 600 heures, et s'il a travaillé plus de 600 heures, vous indiquerez effectivement le nombre d'heures effectuées. Alors, je passe la main à je vais reprendre la parole. Florentina pour la suite. Alors, en DSN, la consultation du tableau de bord vous permet de vous assurer que l'attestation de salaire s'est bien reconstituée. Donc, pensez à consulter systématiquement le bilan de traitement de votre tableau de bord. Le tableau de bord, il est accessible, disponible, soit sur Net Entreprise, soit via votre logiciel de paie. Il vous permet de consulter les informations liées au déclarant, déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement,
consulter les retours d'information, hein, donc ça va être des certificats de conformité, bilan d'anomalie, compte rendu métier, et enfin d'effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. À chaque mise à jour d'informations sur le tableau de bord, un mail vous est envoyé pour vous permettre de consulter les retours d'informations. Donc, pensez également à bien mettre à jour les coordonnées et le mail dans votre logiciel de paie pour être destinataire donc des comptes rendus. Si vous effectuez votre saisie sur NetEntreprise, vous recevrez un accusé de dépôt et un bilan de traitement sur l'adresse mail enregistrée sur le site NetEntreprise. Alors, assurez-vous de la validité des habilitations et des adresses mail et n'oubliez pas de les mettre à jour en fonction des mouvements du personnel. On voit trop souvent des comptes d'entreprise avec des adresses mail obsolètes, avec des salariés qui sont partis même depuis plusieurs années. Donc voilà, pour être sûr de bien recevoir tous vos comptes rendus, pensez à faire une mise à jour. Vous pouvez recevoir donc 3 types de comptes rendus. Valide, en cours de traitement ou invalide. Le compte rendu valide indique que vous avez rempli vos obligations déclaratives avec les bonnes informations. Donc, tout va bien. Le compte rendu en cours de traitement, que nous avons réceptionné l'attestation de salaire et elle est en cours de traitement. Et enfin, l'état invalide. Donc, l'état invalide, votre saisie comporte une ou plusieurs informations erronées ou manquantes. Vous devrez alors corriger ou compléter ces informations pour débloquer le paiement des indemnités journalières en saisissant une attestation rectificative à l'étape 4 de NetEntreprise. Ce sera une petite case à cocher à l'étape 4 de NetEntreprise. En cas de subrogation, BPIJ, donc le bordereau de paiement des indemnités journalières, est accessible depuis le compte entreprise en cliquant sur entre guillemets, suivre une attestation de salaire et accéder au bordereau. Donc, ce service complémentaire vous permet de consulter assez facilement, c'est assez intuitif, et rapidement le détail des règlements effectués sur votre compte. Voilà, donc je repasse la parole à Marie-Pierre. Alors, on avait souhaité vous donner en fait quelques outils pour vous accompagner dans la gestion de vos arrêts de travail. Donc, des outils parfois que vous connaissez ou que vous connaissez et que vous n'utilisez pas, notamment le site internet amélie.fr, dont l'onglet entreprise. Alors, ce site, il est vraiment intéressant puisque vous retrouvez toutes les dernières actualités. Vous retrouvez les essentiels de la législation réglementaire. C'est aussi une aide pour toutes vos obligations et vos démarches à effectuer en fonction de la situation. Vous avez des conseils de santé au travail. Et alors, il y a le petit bandeau près de chez vous qui est vraiment très intéressant puisqu'il annonce en fait les offres de webinaires, les lettres d'information sur lesquelles effectivement vous retrouvez des informations d'accompagnement. Le site NetEntreprise, donc, que vous connaissez bien maintenant, qui vous restitue toutes les informations qui sont nécessaires pour faciliter vos déclarations. La base de connaissances aussi. Alors, cette base de connaissances, elle vous propose des pavés sur des thèmes d'actualité avec des consignes. Par exemple, en ce moment, il y a apprentis et stagiaires en DSN. Et puis, vous avez aussi les petits MOOC. Alors, les petits MOOC, ils sont intéressants puisque c'est des courts modules de formation. NetEntreprise met aussi à votre disposition une hotline, le 0806 800 700. Notamment tout à l'heure, Florentina vous disait que vous pouviez, c'était important de mettre à jour les coordonnées. Si vous avez besoin d'un accompagnement, ils peuvent effectivement vous aider dans cette démarche. Et puis tout à l'heure, je vous l'ai dit, le 3679 qui, lui, est plutôt la plateforme de service employeur qui est plutôt dédiée sur le suivi de vos indemnités journalières. Et puis, on a souhaité, alors tout à l'heure, j'ai vu une question, j'ai pas eu le temps de noter qui contacter pour un accompagnement en DSN. Alors, sur cette diapositive, effectivement, on a souhaité mettre les coordonnées de tous les chargés de la relation entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ces chargés de la relation entreprise vont pas effectivement faire de paiement et de suivi d'indemnités journalières.
Par contre, ils vont vous accompagner dans tout ce qui est utilisation des téléservices, hein, donc la DSIJ-DSN, comme je vous l'ai dit, le questionnaire risque professionnel, accident du travail, maladie professionnelle, PISE, qui est la première immatriculation du salarié étranger, qui est un téléservice à disposition des employeurs, Lucie aussi, ce téléservice qui vous permet de recevoir les courriers concernant la prise en charge ou pas des accidents de travail, la DAT en ligne, bien sûr. Et puis, on vous accompagne aussi en tant que chargé de la relation entreprise sur tous les aspects réglementaires de l'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Hein, on répond assez vite, en général, sous 48 heures. Voilà. Alors, on va peut-être prendre, on a fini effectivement la partie des bonnes pratiques. On va peut-être prendre les questions. On va peut-être remonter. Alors, il y avait une question sur… alors, le moins de 3 jours, effectivement, on a répondu. Sur le dernier jour de travail, j'avais vu des questions. Alors, peut-être que la dame, elle n'a pas eu la réponse. Ah, alors, oui. Alors, oui, une attestation de salaire est à réaliser, comme je vous le disais, de préférence par signalement d'événements DSN, même pour un jour d'arrêt, à partir du premier jour, en fait, hein. Même si vous avez qu'1 jour, vous faites une attestation. Et quel que soit le risque, hein, ce soit maladie, accident du travail. Une autre question? Alors, on avait mis… il y avait une question sur le dernier jour de travail. On va parler parce que… enfin, je voulais effectivement répondre à cette question parce que c'est… il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc, le dernier jour de travail à indiquer, en fait, c'est toujours la veille, sur le cas général, la veille de la prescription de repos, hein, sauf en AT où ça va être le jour de l'accident du travail. Donc, la question qui a été posée, si par exemple, votre salarié a un arrêt de travail qui commence le lundi, le dernier jour de travail, effectivement, sera le dimanche. Hein, il faut bien se caler sur la veille de la prescription de repos. Alors, on va essayer de prendre une autre question. Il y avait aussi une question, j'ai vu, sur les dates de subrogation où on me demandait qu'est-ce qu'il fallait indiquer. Donc, quand vous avez un arrêt initial, vous indiquez toujours la période maximale qui est prévue par votre convention collective ou votre accord de branche. Et il y avait aussi une question sur… un salarié qui commence par exemple, on va dire en avril et qui a un arrêt en mai. Et on me disait, comme il n'y a pas d'éléments de salaire antérieur, comment ça va se passer lors du signalement d'événements DSN. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que soit votre salarié avait un emploi antérieur et du coup, cet employeur était déjà en DSN, donc ça va faire ce qu'on appelle un chaînage par le NIR et ça va pouvoir faire remonter les informations. Et s'il n'y a pas les informations, donc vous allez faire votre signalement effectivement d'événements DSN avec un salaire à 0 que vous allez rétablir uniquement sur le mois d'embauche si l'arrêt concerne le mois d'embauche. Et puis nous, on écrira au salarié en lui demandant effectivement quelle était sa situation antérieure, s'il a des bulletins de salaire à fournir ou, je ne sais pas, des attestations Pôle emploi. Hein, c'est nous qui faisons la démarche auprès du salarié. Donc là, il y a une question par contre concernant la subrogation. On a plusieurs questions concernant la subrogation où on nous demande quelle date indiquer. Alors, en règle générale, pour les subrogations, nous, on vous conseille de mettre les dates prévues par vos accords d'entreprise. C'est ce qu'il y a de plus simple en fait, hein. Il y a une autre question. Pouvez-vous préciser la manière de saisir la date de reprise lorsqu'elle n'est pas anticipée? Quand on fait la déclaration de l'arrêt, on ne peut pas être certain que la reprise prévue sur l'arrêt initial. Alors, attendez. Alors, de toute façon, pour saisir la date de reprise quand elle n'est pas anticipée, vous allez simplement… ça veut dire que s'il n'y a pas de reprise anticipée, le salarié reprend à la date prévue. Et là, vous n'allez pas nous faire d'attestation de salaire, hein, vous n'allez pas nous le mentionner, vous saisissez simplement cette date de reprise dans votre logiciel de paye.
Et je réponds à une question concernant les prolongations. Alors effectivement, pour une prolongation, vous n'avez pas à faire une nouvelle attestation de salaire en DSN. Vous ne faites pas de nouveaux signalements. Voilà, vous renseignez simplement les dates effectivement dans votre logiciel de paie. Je confirme. Voilà, je ne sais pas si on a encore le temps de prendre 2-3 questions. Alors, il y a une question sur le temps partiel thérapeutique. Donc, pour un mi-temps thérapeutique, est-ce qu'il faut quand même faire une attestation de salaire sur notre entreprise? Alors oui, hein, bien sûr. Vous faites une attestation de salaire à terme échu chaque mois pour le temps partiel thérapeutique. Alors, je vois qu'il y a Julien qui vient de mettre sa photo. Donc, nous allons lui passer la parole. Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée. Super, merci les filles, super transition. Vous pouvez réagir pour applaudir mes collègues avec des petites icônes en bas, des cœurs, tout ce que vous voulez. Moi, à la fin de ma présentation, je veux des cœurs, ça c'est une certitude. Ouais, des pouces, c'est bien aussi, merci. Je vais essayer de faire aussi bien. Donc, je suis Monsieur Husson de la CARSAT Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Alors, on ne va pas le redire à chaque fois, le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Vous en avez peut-être entendu parler. On va fonctionner par acronyme. C'est ce qu'on appelle chez nous le FIPU. Pas très, très joli, mais au moins, voilà, comme ça évitera de perdre 10 minutes à chaque fois à donner le nom complet de la subvention. Un petit rappel en ce qui concerne donc ce fonds d'investissement. Donc, c'était un fonds qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale en 2023 et qui a été placé auprès de la CATMP au sein de la CNAM. Donc, c'est une instance nationale. Okay. Cette CATMP, elle doit définir les orientations du fonds, approuver son budget et en assurer la répartition. On va le voir par rapport au déroulé qui va suivre. Le montant de sa dotation, il est fixé chaque année par arrêté, vous vous en doutez bien. Excusez-moi. À chaque fois avec une année N-1. Donc, ça sous-entend, vous l'avez compris, que s'il est fixé chaque année, c'est que ce fonds d'investissement, il est voué à être fait chaque année. Ce n'est pas exclusif pour l'année 2024. Chaque année, il y aura une nouvelle enveloppe qui sera destinée au FIPU. L'objectif, c'est quoi? Ce FIPU, c'est, vous l'avez compris, d'agir contre l'usure professionnelle. Donc, en chiffres, ce n'est pas forcément une surprise, certains d'entre vous le savent peut-être. À l'heure actuelle, 87% des maladies professionnelles qui sont reconnues dans les entreprises, elles sont liées au TMS, donc aux troubles musculo-squelettiques. L'objectif de ce fonds, il vise à prévenir 3 facteurs de risque ergonomiques. Premier facteur, les manutentions manuelles de charge. Les postures pénibles définies comme position forcée des articulations, donc des mouvements qui ne sont pas forcément fluides et naturels dans le cadre des fonctions des salariés. Et enfin, les vibrations mécaniques. Alors, donc ce fonds, il a pour objectif d'agir aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des salariés. Il a aussi cette fonction d'agir aussi bien au niveau collectif, mais aussi bien sur le côté individuel. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir sur du matériel pour le collectif dans l'entreprise, mais aussi on va avoir des subventions, des actions propres à l'individu. Okay. Le FIPU, il va venir financer 4 types d'actions. Première action, c'est des actions de sensibilisation, de diagnostic et de prévention. Deuxième type d'action, des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d'actions financées par le fonds, des actions de reconversion professionnelle et de formation de salariés éligibles au CPF. Donc, on revient sur le côté individuel, d'accord? Et enfin, un financement sur des aménagements de postes proposés par le médecin du travail au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, voilà comment ça fonctionne. On va avoir 3 organismes, des destinataires, qui sont susceptibles de recevoir ce plan de financement. Premier organisme, France Compétences. Le deuxième organisme, tout ce qui va être organisme professionnel de prévention des branches. Et bien évidemment, enfin, les entreprises. C'est important, ça on y reviendra aussi tout à l'heure.
Vous vous doutez bien que ce fonds d'investissement, il n'est pas, comment dire, il n'est pas fait de façon arbitraire ou un petit peu, j'ai envie de dire, décidé comme ça à la volée. Hein, c'est de l'argent public, donc vous vous doutez bien que ces orientations du FIPU, elles se fondent sur une cartographie des métiers et surtout par rapport à une exposition des risques, des facteurs ergonomiques, j'ai envie de dire, là où il faut aller justement pour éviter de la maladie professionnelle, éviter de la désinsertion professionnelle. Ok. Donc pour ça, on incite fortement, et je vous incite à le faire, de vous réorienter, enfin de vous orienter, non, de vous orienter, pardon, auprès de vos branches professionnelles respectives, d'accord, afin de les inviter à s'impliquer, hein, d'accord, et à faire remonter des choses au sein de la CNAM, d'accord, pour justement faire remonter et venir enrichir finalement ce FIPU, d'accord. Donc que ça soit dans la liste des métiers et des activités exposées que votre branche professionnelle peut rencontrer. De se faire connaître ou du moins d'activer ce réseau dans vos branches professionnelles, ça permet de favoriser des accords de branche permettant une valorisation des aides dans votre secteur d'activité, d'accord, et bien évidemment en faveur des organismes de prévention de branche. Au niveau des entreprises, on a bien évidemment une dotation directe aux entreprises qui, pour cette année 2024, est évaluée à 150 millions d'euros. Donc oui, c'est un chiffre qui donne un petit peu le tournis. C'est quand même une grosse enveloppe et elle est répartie comme suit. 70% pour les entreprises de 0 à 50 salariés, 20% pour les entreprises de 50 à 199 salariés et enfin une enveloppe de 10% de ce même montant pour les entreprises de plus de 200 salariés. Ce qui fait la différence sur ce FIPU, pour ceux qui ont déjà fait des dossiers de demande de subvention, c'est que les CARSAT avaient une subvention qu'on appelait la subvention prévention TPE et qui était destinée exclusivement aux entreprises qui avaient un effectif compris entre 1 et 49 salariés. Ce FIPU, il est beaucoup plus large, il s'adresse à tout le monde, d'accord, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Les dispositifs financés. Alors, on l'a vu, premier dispositif financé et premier intervenant financier, c'est France Compétences. Donc, on va venir financer de la reconversion professionnelle. Pour qui? Pour les salariés qui ont un projet de reconversion professionnelle pour prévenir ou compenser une usure professionnelle liée à leur activité. Okay. Donc, il faut avoir un projet de transition professionnelle lié à des facteurs ergonomique, d'accord. Et à partir de là, on peut mobiliser une action avec son compte personnel de formation qui va permettre de changer et d'identifier une formation certifiante en lien avec le projet du salarié. Elle est cofinancée par l'entreprise à hauteur de 5% pour les frais pédagogiques et France Compétences. Vers qui vous allez orienter vos salariés ou vous-même, vers qui s'orienter auprès d'un conseiller en évolution professionnelle pour un premier accompagnement. Donc, vous avez des liens dans le diapo qui vous sera communiqué à la fin de cette réunion. Et aussi auprès des associations de transition pro pour se renseigner sur l'ensemble des projets de transition qui sont disponibles dans le catalogue. Donc, pareil, vous avez l'adresse mail sur qui vous orienter. Enfin, deuxième type de financement, ça va être les financements sur les actions de prévention des organismes de prévention des branches professionnelles. OK ? Alors, pour qui, à l'heure actuelle, le seul organisme professionnel de prévention référencé, c'est l'OPP-BTP. D'accord ? Mais ça ne vous empêche pas, et j'insiste, de vous rapprocher de votre fédération professionnelle ou de créer dans votre secteur d'activité, de constituer des branches professionnelles pour pouvoir bénéficier de ce financement. OK ? Pourquoi ? Ça veut dire que sur le montant qui est alloué à la base, on va venir, c'est marqué juste en dessous, on va vous allouer, j'ai envie de dire, une enveloppe financière, d'accord, pour accompagner un programme d'action de sensibilisation et de prévention, bien évidemment, qui cible des facteurs de risque TMS, d'accord, qui seront formalisés dans le cadre d'une convention approuvée par la 4MP et signée avec la CNAM. Par exemple, le PPBTP, ils ont des actions sur tout ce qui va être, alors pas chute de hauteur, puisque c'est autre chose, mais ils vont avoir une typologie d'actions et de financement possible sur certains les équipements et sur certains matériels, d'accord, qui sont propres à leur activité. OK, donc ça, c'est très, très intéressant.
Donc, comment, je viens de vous le dire, la KTMP, chaque année, va allouer, sur la base d'un projet de programme d'action, à hauteur de 5%, alors pour les organismes qui sont connus, donc le PPBTP a eu 5% de l'enveloppe budgétaire, mais pour tous les nouveaux organismes nouvellement créés, ça peut monter jusqu'à 30% du budget de l'enveloppe de base, de référence. Et enfin, bien évidemment, le troisième type de financement, c'est un financement direct auprès des entreprises. Vous vous doutez bien, comme à chaque fois, que ça obéit à certaines règles, d'accord. Donc, on parle de toutes les entreprises qui relèvent du régime général. Et pour ça, en gros, les dispositifs, les prérogatives obligatoires, il faut être adhérent ou disposant d'un service de prévention et de santé au travail. Bien évidemment, il faut avoir réalisé et mis à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels. Il faut informer les IRP qu'elles en ont un. Il ne faut pas faire l'objet d'une injonction et d'une cotisation supplémentaire. Ça va être tout ce qui va être contrôle de nos collègues de services prévention qui peuvent venir dans vos entreprises pour voir si tout va bien et si vos salariés ne sont pas exposés à un risque beaucoup trop important. D'accord ? Ne pas faire l'objet d'un contrat de prévention. Alors, c'est pareil, les contrats de prévention sont des contrats qui sont mis en place avec nos collègues contrôleurs sécurité de la CARSAT, qui est un autre dispositif d'aide aux entreprises, mais qui est un petit peu plus complexe. Et enfin, bien évidemment, et ça vous vous en doutez, d'être à jour de vos cotisations sociales. Un financement aussi en ce qui concerne les travailleurs indépendants, donc les prérogatives sont les mêmes que pour les entreprises du régime général, d'accord. Mais voilà, il y a aussi une enveloppe pour les travailleurs indépendants. Alors, en ce qui concerne ces aides directes aux entreprises, elles visent à financer donc des équipements, des diagnostics ou des formations, de réaliser des actions de sensibilisation aux facteurs de risque ergonomique, de proposer et de financer des aménagements de postes de travail, je vous l'ai dit au tout début, sur la proposition du médecin du travail dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et enfin, une subvention sur la prise en charge des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre en action financée par le fonds. Mais on va le détailler tout de suite après. Alors, premier dispositif, c'est les diagnostics ergonomiques. L'objectif de ces diagnostics ergonomiques, c'est d'analyser vos situations de travail, vos facteurs de risque qui sont présents, ainsi que leurs déterminants. Une fois qu'on a fait l'analyse de ces situations de travail et des risques qui sont liés à l'activité et à l'exposition auxquels vos salariés sont exposés, il faut construire un plan d'action visant, vous vous en doutez bien, à éliminer les contraintes. Donc, ce diagnostic, il doit être réalisé par une personne compétente d'un organisme référencé et bien évidemment intégrer les différents points essentiels permettant d'assurer un suivi de qualité du diagnostic qui est réalisé. Donc, pour ça, il faut, il vaut mieux, entre guillemets, passer par un organisme référencé par la CARSAT Rhône-Alpes ou les autres CARSAT sur le plan national. Vous avez la liste de ces organismes ou de ces ergonomes référencés sur le site de la CARSAT-ra.fr. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez dans l'onglet entreprise, nos aides financières, et c'est le premier, le FIPU, c'est le premier bandeau. Et tout en bas de la page, vous avez les organismes et les ergonomes qui sont référencés justement pour que vous puissiez faire la demande d'un diagnostic ergonomique. Au niveau de la prise en charge, c'est une prise en charge à 70% de ce diagnostic avec un plafond à 25 000 €. Au niveau des équipements, alors, je pense que c'est ce qui va faire grimper toutes les questions, et c'est un petit peu l'interrogation de bon nombre d'entreprises. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les branches professionnelles. Donc là, vous avez la liste des équipements qui sont finançables par le FIPU. Donc, on a des équipements de transfert, des équipements roulants, des plans de travail réglables en hauteur, et autres équipements spécifiques. Vous avez le détail, je ne vais pas vous savez lire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais vous avez le détail de ce qui est, par rapport aux équipements de transfert, vous avez le détail plus précis de l'équipement sur lequel on peut venir financer. Au niveau de la prise en charge, donc c'est pareil, c'est 70% dans un plafond de 25 000 €. Alors, je sais que la question, ou du moins l'interrogation que vous avez, c'est de dire, oula, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour le moment, non, on est bien d'accord. Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, mais on n'avait pas le temps de modifier le PowerPoint, il y a déjà eu des modifications sur les modalités
des équipements, hein, il y en a qui ont été rajoutés, donc je vous invite à en prendre connaissance une nouvelle fois sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes, d'accord? Mais si vous voulez, ce FIPU, il a suscité et il suscite encore beaucoup d'attentes, hein, bah, évidemment par rapport déjà au fait que l'enveloppe, elle est quand même conséquente. Et au niveau des partenaires sociaux, parce qu'une nouvelle fois, ça ne se décide pas simplement en termes de gouvernance nationale, ce sont des discussions qui sont ouvertes sur toutes les fédérations avec tous les participants, d'accord. Mais il a fallu le sortir assez vite parce qu'il y avait une grosse demande. Nous-mêmes, on était en attente de pouvoir la diffuser, d'accord. Donc, il ne faut pas prendre, j'ai envie de dire, cette liste pour argent comptant. C'est une liste qui va évoluer, d'accord. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a joué avec le diapo. Excusez-moi. Merci, c'est mieux. Oui, donc je vous disais, cette liste, elle est vouée à évoluer, d'accord. Moi, j'ai beaucoup, dans le cadre de mes fonctions, beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui me disent « mais non, on est complètement absent de tout ça », d'accord. Donc oui, pour le moment, oui. Une nouvelle fois, je vous invite à le faire remonter auprès de vos organismes et fédérations professionnelles, justement pour que ça remonte au national et pour que ça vienne enrichir finalement la liste de ces équipements. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Une nouvelle fois, rien n'empêche que si vous n'êtes pas visé, ou si vous ne vous reconnaissez pas pour le moment dans la liste des équipements qui sont dans le diaporama et ceux qui se sont rajoutés récemment, vous pouvez quand même faire des demandes, par exemple, pour un diagnostic. D'accord? Ça sera déjà, j'ai envie de dire, du temps de gagner et un premier pas fait dans le sens de la prévention vis-à-vis des TMS. On va venir aussi avec ce FIPI, donc, financer des formations. D'accord? L'objectif de ces formations, c'est de permettre à l'entreprise d'acquérir en interne des compétences nécessaires pour l'animation de sujets et la mise en œuvre de projets de prévention des risques ergonomiques. C'est un petit peu la même chose que pour les diagnostics. Hein, ce sont des financements qui sont assurés par des organismes habilités par l'INRS et par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Vous avez la liste, une nouvelle fois, hein, dans l'onglet FIPU, vous avez la liste de tous ces organismes qui sont référencés. La facture du prestataire, il va l'envoyer détaillant la durée et le type de formation. Et bien évidemment, il faudra joindre à votre demande l'attestation de présence à l'issue de la formation. Au niveau de la prise en charge, on est sur les mêmes modalités que précédemment. C'est une prise en charge à hauteur de 70% sur un plafond à 25 000 €. Ensuite, on a un fonds de financement sur les actions de sensibilisation et de communication. Donc, ce sont pour les entreprises qui auraient vocation à promouvoir et à faire la publicité, si on peut dire ça comme ça, du FIPU. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de permettre de vous accompagner et de participer au financement d'actions de sensibilisation, de communication sur les risques ergonomiques et sur le dispositif du FIPU. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va venir financer? Eh bien, on va venir financer des actions de type infographie ou web, avec la création d'infographies, des affiches, des modes opératoires, toujours bien évidemment sur le sujet de la prévention des risques ergonomiques, de la documentation. On va venir financer aussi de l'événementiel interne de sensibilisation aux risques ergonomiques. D'accord. Bien évidemment, hein, vous vous en doutez, une attestation vous sera demandée vis-à-vis du format que vous avez utilisé et du projet que vous avez réalisé. La prise en charge et le plafond, c'est la même chose que précédemment, 70% sur un plafond de 25 000 €. Ensuite, mesures individuelles propres aux salariés, un financement sur des aménagements, je vais y arriver, de postes dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. L'objectif, je pense que vous l'avez compris, c'est de participer au financement de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation d'un poste d'un salarié qui s'inscrit dans une démarche de prévention de désinsertion professionnelle. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui a une santé fragile ou qui est en arrêt de travail, et qui va revenir, j'ai envie de dire, se réinsérer dans l'entreprise, c'est d'identifier la possibilité et de venir subventionner la possibilité de transformer, d'adapter son poste de travail. D'accord? Donc, les modalités, c'est une demande pour un salarié pour l'ensemble des dépenses, avec les travaux, l'équipement et la prestation associée. Je ne vais pas vous faire tout le descriptif des modalités qui sont à remplir. Hein, vous doutez bien qu'il y a un dossier à remplir. Une attestation, c'est aussi très important de l'employeur qui justifie que le salarié occupe un poste qui l'expose au risque de TMS, d'accord. Et au niveau de la prise en charge, c'est toujours la même chose que précédemment.
Enfin, si je ne me trompe pas, dernier dispositif sur lequel le FIPU peut venir vous subventionner, c'est de venir participer à des frais de personnel dédiés à la prévention au sein de votre entreprise. C'est-à-dire si vous avez des salariés qui sont chargés en santé, sécurité ou en qualité au sein de votre entreprise, on a la possibilité de venir, excusez-moi, financer en interne des compétences nécessaires à l'animation et à la mise en œuvre de projets de prévention ergonomique. Donc, on va venir participer au financement de frais de personnel d'un salarié, qu'il soit en CDD ou en CDI. Okay. Donc, pour tout ça, il faudra bien évidemment vous envoyer le contrat de travail du salarié, une attestation qui justifie que le poste qui est occupé par le salarié, c'est ce que je vous ai dit, il est directement lié à des actions de sensibilisation. Donc, la plupart du temps, on va vraiment s'orienter sur des personnes qui sont responsables qualité, santé, environnement. D'accord ? Et là, on va venir, subventionner sur le salaire. Oui, c'est ça. En gros, on va venir subventionner le salaire que vous payez à cette personne à une hauteur de 8 000 € par an. Alors, cette offre, elle est disponible depuis mars 2024. Comme tout ce qui se fait en version dématérialisée, vous avez la possibilité, enfin, vous devez le faire, vous n'avez pas la possibilité d'ailleurs, de le faire directement en ligne sur Net Entreprise via le compte ATMP. D'accord ? Quelque chose de très important et qui change par rapport aux autres moutures, notamment celle de la prévention subvention, c'est que sur ces subventions prévention, on vous demandait un devis, c'est-à-dire qu'on vous conseillait, enfin c'est pas qu'on vous conseillait, enfin si on vous conseillait, de ne pas acheter directement en fait l'équipement, d'accord ? Vous faisiez parvenir un devis, on regardait si ça correspondait au cahier des charges, et derrière, en gros, on est validé, et une fois que c'était validé, on réservait l'enveloppe budgétaire et vous pouviez acheter le matériel. Là, il n'y a plus de réservation. C'est sur la base de factures acquittées ou de contrats de travail en ce qui concerne les prestations. OK ? Tous les documents, les modèles d'attestation à fournir selon les subventions sur lesquelles vous souhaitez vous positionner, elles sont disponibles sur amélie.fr sur l'onglet Entreprise. Je vais aller faire un petit tour du côté des questions, si j'ai le temps, il me semble que oui, sauf si… Alors, les collectivités ont-elles droit ? Oui, à partir du moment où vous avez du personnel au régime général, oui, il n'y a pas de souci. Oui, en Nouvelle-France, on parle toujours personnel régime général. Alors, peut-on faire un remboursement sur un pont roulant qui a été mis en place il y a 2 ans ? Pour le moment, il n'y a pas d'effet rétroactif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on en est au début. Peut-être qu'on reviendra sur de la rétroactivité, sur du matériel qui a été sur lequel vous avez investi il y a déjà des années, mais pour le moment, non, on le faisait avec les subventions prévention, mais on ne le fait pas dans le cadre du FIPU. Hop, je pense que je vais laisser la main à mes collègues de l'URSSAF. Je vous remercie de votre attention et de votre participation, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore. À vous les filles. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc je suis Sandrine Giroux, cadre technique à l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc moi je vais vous parler du solde de la taxe d'apprentissage et de la fiabilisation et en particulier du montant net social. Alors on y va. Donc, la déclaration du solde de la taxe d'apprentissage, donc le transfert des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage a été fait aux URSSAF depuis 2022 et le solde, la première collecte de solde de taxe d'apprentissage a été fait sur la DSN de mai 2023 pour la masse salariale 2022. Donc, à quoi sert ce solde de taxe d'apprentissage ? Il va financer le développement des formations initiales, technologiques et professionnelles hors apprentissage. Il favorise l'insertion professionnelle dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipements complémentaires. Donc, c'est l'article L6241-4 du Code du travail. Donc, ce solde, il est dû chaque année sur la DSN d'avril, donc soit sur la DSN du 5 mai ou du 15 mai.
Le taux de contribution est de 0,09% de la masse salariale de l'année d'avant. Donc voilà, donc pour l'année 2023, le solde de la taxe d'apprentissage a dû être déclaré sur la DSN d'avril 2024, donc au 5 et au 15 mai 2024. La particularité, c'est que ce solde, logiquement, il n'est pas dû pour les établissements qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage, et il est non plus, il n'est pas dû pour les établissements qui dépendent de l'Alsace-Moselle. Donc, vous avez une fiche consigne qui est disponible sur Net Entreprise, la 2537, pardon, qui va vous parler, qui va vous accompagner dans le paramétrage de cette contribution en DSN. Donc voilà, on va pas la présenter, mais donc, pour répartir ce solde de la taxe d'apprentissage, une plateforme a été mise en place l'année dernière. Donc, c'est la plateforme Soltea. Donc, cette plateforme, en 2023, elle a permis de répartir le solde de la taxe d'apprentissage d'environ 1,7 million d'employeurs, c'est-à-dire 100 000 établissements et plus de 21 000 formations qui bénéficient de leur soutien à hauteur de 466,5 millions d'euros. Voilà, vous dire aussi que les équipes de Soltea, elles procèdent actuellement à l'intégration, excusez-moi, j'ai un peu du mal, de ces contributions sur la plateforme. On verra après le calendrier, mais l'ouverture de la plateforme pour les employeurs, elle a eu lieu le 27 mai et elle va se fermer le 27 octobre. Donc sur le support, vous avez un lien qui va vous renvoyer sur la plateforme Soltea et qui vous renvoie également sur le replay. Donc il y a une présentation du solde de la taxe d'apprentissage qui a été faite par la Caisse des dépôts et consignations avec la présentation de la plateforme et les nouveautés pour les établissements pour cette année 2024. Donc voilà, vous aurez le lien directement sur les replays. C'est des webinaires qui ont eu lieu le 14 et le 21 mai. Donc, le calendrier de la plateforme, à partir du 6 mai, la plateforme elle a été ouverte aux établissements afin qu'ils vérifient leurs coordonnées et leur adresse et surtout leur RIB, éventuellement qu'ils les modifient. À partir du 27 mai, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une ouverture pour les employeurs. Au 2 août, on va clôturer la première période de répartition pour pouvoir faire un premier virement à la Caisse des dépôts et consignations le 9 août. Il y a à peu près une semaine de fermeture de la plateforme. On la réouvre le 12 août 2024 pour la deuxième répartition pour clôturer le 4 octobre et pour le 11 octobre faire un deuxième virement aux établissements. Un point de vigilance aussi, on incite l'ensemble des employeurs à bien aller sur cette plateforme pour répartir les fonds parce que les fonds qui ne seront pas répartis, il va falloir qu'ils soient répartis et ils vont être répartis un peu aléatoirement, on va dire. En ce moment, la Caisse des dépôts et consignations est en train de traiter le reliquat 2023. Et à titre exceptionnel, les fonds qui sont non répartis sur la plateforme pour les employeurs, ils vont questionner les entreprises, les écoles qui n'auront pas, qui auront perçu des fonds inférieurs à ceux de 2022. Et ils vont les répartir en conséquence afin qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc là, vous avez la même chose, mais sous forme de dessin, on va dire.
Donc voilà, donc pour conclure sur le solde de la taxe d'apprentissage, vraiment on insiste sur le fait de bien aller répartir ce solde de la taxe d'apprentissage car c'est important pour éviter de ne pas avoir de fonds non répartis. Au niveau de l'URSSAF, on fiabilise quand même le solde de la taxe d'apprentissage. L'assiette du solde de la taxe d'apprentissage doit correspondre au cumul de la taxe d'apprentissage de 2023. C'est-à-dire qu'on va prendre le cumul des assiettes du code type de personnel 992 de l'année 2023 et ce cumul doit correspondre au montant du solde de la taxe d'apprentissage, c'est-à-dire du code type de personnel 995. Actuellement, on a des consignes de la Caisse nationale pour les assiettes qui sont divergentes. On est en train de préparer un mailing pour aviser les entreprises. On a à peu près, on va dire 5-6 000 comptes qui sont en anomalie. Ça n'a pas des incidences financières, mais c'est quand même une mauvaise répartition au niveau des fonds. Alors après, c'est possible que la déclaration de la taxe d'apprentissage sur l'année 2023 soit erronée. Donc de ce fait, si vous recevez des courriers, on va vous demander de faire un bloc de régularisation sur la prochaine DSN en corrigeant la déclaration du solde ou la déclaration de la taxe d'apprentissage sur 2023 ou sur 2024. Donc voilà. Alors, nous sommes tiers déclarants sur Soltea. Il manque des clients qui ont versé en avril 2024 à l'URSSAF. Nous avons bien les droits du client administrateur. Pour les problématiques d'absence, ça, il faut vraiment, nous, en fait, si vous voulez, en URSSAF, on n'a pas la main sur la plateforme. Nous, on recouvre et derrière, on transfère les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, il faut vraiment vous rapprocher de la plateforme. Vous avez soit par mail, soit vous avez un téléphone sur la plateforme directement et vous pouvez les joindre. Donc, voilà. Donc, suivi DSN, des contrôles sur le montant net social. En fait, la conformité des données sociales, elle va constituer un enjeu majeur dans le cadre du programme de solidarité à la source qui va consister à automatiser progressivement les démarches des bénéficiaires d'aide sociale et d'allocation. Qu'est-ce que c'est que la solidarité à la source? Eh ben, c'est le fait d'alléger la charge déclarative pour les bénéficiaires de prestations sociales et d'améliorer la qualité des données de la collecte par les organismes sociaux. On est actuellement en expérimentation sur le portail mesdroitssociaux.gouv.fr pour traiter avec l'URSSAF PACA, avec l'URSSAF d'Aquitaine et avec l'URSSAF d'Auvergne, pour traiter les signalements des employeurs qui font des réclamations sur ce portail et qui contestent leur montant net fiscal. À terme, il va y avoir 5 CAF qui vont prendre en charge et qui vont fiabiliser les déclarations trimestrielles des salariés sur le montant net social. Donc c'est pour ça que nous, URSSAF, par anticipation, on commence à fiabiliser ce montant net social qui est obligatoire depuis janvier 2024 sur les fiches de paye et donc en DSN. Donc, on a créé en janvier 2024 2 contrôles. Le premier, alors c'est les termes que vous allez retrouver dans votre tableau de bord net entreprise ou dans votre tableau de bord de votre logiciel de paye. C'est le DI, donc DI pour données individuelles MNS 05. Donc, MNS, montant net social, et 05, c'est le numéro du contrôle. Donc là, on fait juste une vérification des dates de début et de fin de période rattachement pour vérifier que la période correspond bien à un mois civil. Le deuxième contrôle, le DI-MNS 001. Alors, ce contrôle, on l'a mis en production, mais en fait, vous n'aurez pas de retour. De janvier à mars, vous n'avez pas eu de retour d'anomalie puisque on travaille avec des tiers déclarants qui vont fiabiliser en amont pour éviter d'avoir des comptes rendus ou des anomalies qui ne sont pas justifiées. Donc, ce contrôle-là, il va vérifier que le MNS est différent de 0
lorsqu'une rémunération nette fiscale est strictement positive. C'est pas normal qu'on ait un montant net social à 0 si on a un montant net fiscal autre que 0. Donc, ces contrôles, ils sont disponibles. Alors, 3 contrôles, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. En fait, c'est 2. Ils sont disponibles Ah non, pardon, excusez-moi. C'est la feuille qui a été décalée. Les 3 contrôles suivants, ils sont disponibles à partir du mois d'avril. Le contrôle MNS 02, donc celui-là, c'est un écart incohérent entre la rémunération nette sociale et le montant net fiscal. Donc là, on va vérifier que le montant qui figure dans le bloc 50 et 56, donc la rémunération nette fiscale, est bien en cohérence avec le montant net social. Le deuxième contrôle mis en production en avril, c'est le DI-MNS 003. Donc, il va vérifier la présence d'un montant net social différent de 0 lorsque le revenu net fiscal est à 0. Et donc là, une anomalie est détectée en présence d'une rémunération nette fiscale. Donc toujours, on va vérifier les blocs rémunération, enfin les blocs 50 et 56 qui correspondent au net fiscal, égal à 0 et un montant net social différent de 0. Et le dernier contrôle, il va vérifier que le montant net social est différent de 0 lorsqu'une rémunération nette fiscale est strictement positive. Donc voilà, donc tout ça, tous ces contrôles, c'est vraiment pour anticiper ce qui va arriver à terme et surtout des contrôles sur le montant net social. Donc là, en septembre, donc la généralisation de cette prise en charge des contestations du portail mesdroitssociaux.gouv.fr va se faire en octobre 2024 à l'ensemble des URSSAF. Donc, dès que au prochain comité, on vous présentera de ce nouveau dispositif qui va être pris en charge du moins par l'ensemble des régions. Voilà, du coup, je laisse la parole à Corinne. Oui, merci Sandrine. Bonjour à tous. Je suis donc Corinne Konieska de l'URSSAF Rhône-Alpes. Alors, il y avait quand même une question, je sais pas Sandrine, il y avait quand même une question sur existe-t-il un fichier récapitulant toutes les erreurs DSN possibles avec explication de la correction apportée? Oui, il existe un outil, vous savez qu'on a un nouveau service, c'est l'outil de suivi DSN, oui, et qui permet effectivement d'aller voir, c'est un outil qui va vous servir, qui va vous accompagner pour votre entreprise à la correction des anomalies. Voilà. Oui, donc, pour compléter Corinne, oui. En fait, cet outil, on l'a déjà présenté. C'est en fait, c'est un peu la même chose que vous allez à trouver dans le tableau de bord net entreprise ou dans celui qui est mis en disposition par votre éditeur de paye. On va vous indiquer une anomalie sur une certaine typologie et derrière, on va vous expliquer. Et on va vous faire référence au bloc de régularisation et on va même aller plus loin en vous renvoyant vers le cahier technique et en vous disant comment corriger. Effectivement, parce qu'en fait, il y a une question quand même, effectivement, il y a une question de temps sur ces contrôles DSN, mais il n'empêche, comme le disait Sandrine, c'est important parce que maintenant, on va vérifier les données individuelles en lien avec les données agrégées. Et ces données-là, en fait, c'est pour garantir les droits de vos salariés. Donc, c'est vraiment important d'aller voir cet outil, vos comptes rendus aussi métiers, pour effectivement apporter les corrections nécessaires et ainsi garantir les droits des salariés. Voilà. De toute façon, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, on va y répondre ultérieurement et vous aurez accès à la fac. Donc, avant d'aborder mes deux thématiques, Zoom sur les effectifs et sur les comptes rendus métiers effectifs et CRM 118, juste pour vous dire qu'on va mettre à votre disposition un questionnaire de satisfaction. Et puis, nous vous remercions donc de bien vouloir le compléter et merci en tout cas de votre participation.
Donc, 2 petites thématiques qui sont importantes. On a souhaité effectivement vous présenter les effectifs parce que ces effectifs-là, bien paramétrer les effectifs, enfin bien paramétrer surtout vos salariés en fait de votre entreprise et pouvoir ainsi aussi apporter après les modifications nécessaires. Ça permet effectivement, ça a un impact sur les déclarations de cotisations sociales et permet effectivement aussi de pouvoir aussi pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations en fonction de vos effectifs. Donc, petit rappel, effectif moyen annuel. Donc, effectivement, depuis 2023, on consolide les effectifs sur les effectifs 2023, c'est-à-dire consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire effectivement qu'on va prendre toutes les régularisations que vous allez faire, que vous avez faites ou que vous pouvez produire encore maintenant pour consolider les effectifs sur 2023 et effectivement sur 2024 au fil de l'eau. Alors, ça, le calcul d'effectifs prend en compte effectivement la dernière situation de la donnée déclarée, comme la modification de caractéristiques d'un contrat par rapport au statut du salarié, par rapport à la quotité de travail, l'établissement d'affectation ou le statut de travailleur handicapé, entre autres. Parce que vous savez, sur la quotité de travail, il y a des comptes rendus lorsqu'il y a une anomalie détectée sur la quotité de travail. Sur cet outil de suivi DSN, vous pouvez en avoir la visibilité et pouvoir y apporter la correction. Voilà. Donc, il y a 3 chargements d'effectifs, c'est-à-dire qu'on va effectivement mettre à jour vos effectifs après l'échéance au 5, après l'échéance au 15 et en fin de mois. Donc, on vous a mis à disposition des petites notices sur les règles de gestion du calcul des effectifs qui va vous permettre effectivement d'aller visualiser effectivement les règles de gestion applicables au niveau des contrats de travail, au niveau des règles d'exclusion et du calcul de la quote-part. Et puis aussi, un deuxième lien qui va vous permettre d'aller directement aussi, d'aller voir effectivement comment sont calculés les effectifs moyens annuels au titre des différents établissements en lien avec les effectifs moyens mensuels. Effectivement, comme je vous l'indiquais, bien paramétrer vos effectifs, c'est important parce que ça détermine le nombre de salariés présents dans votre organisme. Et calculer les effectifs moyens mensuels pour chaque établissement, pour ceux qui sont en multi-établissement, va permettre effectivement de déterminer les différents effectifs moyens annuels, que ce soit l'EMA, l'EMA OETH, l'EMA BOTH, l'EMA ICAP, l'EMA CSA, l'EMA CSA, CFIP. Alors effectivement, eu égard aux dispositions de l'article 131 du Code de la Sécurité sociale. Parce que ce calcul a de multiples impacts. C'est-à-dire que sur les cotisations dues, bien évidemment, en fonction des contributions de vos effectifs, vous allez payer des contributions FNAL, 0,10, 0,50 ou le forfait social. Bon, vous le savez déjà, mais je le répète parce que c'est vraiment important de bien paramétrer chaque salarié de votre entreprise. Donc, sur vos obligations déclaratives, périodicité des cotisations, votre URSSAF, vous pourriez bénéficier effectivement d'un versement en lieu unique. URSSAF, un interlocuteur unique, une seule URSSAF, ainsi que pour votre éligibilité, à certaines exonérations, comme par exemple l'exonération LODEOM, ou la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires, entre autres. Voilà. Donc, chaque anomalie sur l'effectif moyen annuel calculé, il faut initier des blocs changements. C'est effectivement pour que le système puisse prendre en compte la date d'effet de modification. C'est-à-dire que le bloc changement, qu'est-ce que c'est que ce bloc changement? C'est le bloc 41 qui est prévu dans le cahier technique de la DSN. C'est important, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, il y a eu des anomalies sur l'envoi, par exemple, quelques anomalies, sur l'envoi d'une date de fin de contrat, notamment à tort, sans rectification du bloc 62, valeur 99, annulation. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, un contrat qui porte une fin au 31 janvier 2024. Par exemple, il est envoyé dans la DSN de janvier. Par contre, vous vous rendez compte en février que ce contrat de salarié, c'était pas le 31 janvier, mais c'était février. Donc, il est impérativement
que ce contrat qui est envoyé sur la DSN de février, il y ait la date qui est la modification effectivement de fin de contrat, mais aussi c'est surtout aller modifier ce bloc 62 en annulation, c'est-à-dire valeur 99 annulation, pour qu'effectivement nous on prenne en compte les 2 mois, janvier et février, ces 2 mois du contrat de travail et cette modification de fin de contrat de travail. Alors ça fait partie des anomalies qu'on a effectivement détectées, entre autres. Il y a eu aussi des transferts de contrats de salariés d'un établissement à un autre. Donc c'est important, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur les modifications et les changements au niveau du contrat de travail de vos salariés. Alors, c'est vrai que que le calcul de l'effectif, effectivement, dépend des caractéristiques du contrat, c'est-à-dire si c'est un temps plein, mais évidemment, temps partiel, mode de rémunération, mesure de la quotité de travail, différentes règles applicables. Donc, c'est pour ça que vous aviez en présentation ce petit tableau. Alors, il est petit, hein, mais en tout cas, je vais vous rapidement, je vais essayer d'être assez rapide et concis, mais c'était pour vous rappeler qu'il y a dans les types de contrats, pour chaque typologie de contrat de travail, il y a des données DSN qu'il faut correctement compléter. Par exemple, si c'est un contrat, une typologie de contrat à temps plein, là je prends du temps plein, eh bien il faut compléter le 40014, c'est-à-dire dans les données DSN, modalité d'exercice du temps de travail, c'est-à-dire un temps plein, 40 dans la rubrique, 40014, temps plein. Donc et là, la quote-part de votre salarié, du salarié qui est à temps plein, il est à 1. Et s'il était présent, évidemment, tout le mois considéré. On a aussi des contrats avec une unité de mesure de la quotité de travail au SMIG ou à la PART. Alors PART, c'est pour les marins-pêcheurs. Hein. C'est dans la rubrique toujours contrat de travail, 40011. Là, c'est l'unité de mesure de quotité de travail. Attention, mesure de quotité de travail, il faudra mettre dans la rubrique 40011. Dans la rubrique 011, on mettra 34 SMIG et on mettra 35 à l'appart. Code part 1, si effectivement le salarié est temps plein, est considéré comme un temps plein. Les contrats aussi, petite précision, contrat travailleur à domicile. Dans la rubrique, on va mettre dans la rubrique 85 010, c'est, là il faut bien mettre la nature juridique du lieu de travail. Et alimenter cette rubrique et alimenter l'autre rubrique 40019, identification du contrat de travail. Et dans la rubrique 8510, vous allez alimenter en 03 travail à domicile. Et la quote-part sera 1 si effectivement le contrat... Effectivement, je vois une question sur le thème des cas particuliers de la fonction publique. Désolée, je le vois en même temps. Et c'est vrai qu'il y a des règles spécifiques qui doivent être mises en place pour les agents de la fonction publique, effectivement. Donc, ensuite, je repars sur mes contrats avec unité de mesure de la quotité de travail à la tâche, à la pige et à la vacation. Donc, dans ces cas-là, bien compléter les rubriques 40011, unité de mesure de la quotité de travail. Bien compléter, effectivement, parce que c'est des contrats, on va faire, si vous voulez, ces contrats-là sont en référence par rapport au SMIG et par rapport, effectivement, au montant de leur rémunération. Donc, effectivement, il faut que la base 78, soit le code base assujetti, soit renseigné avec une date de période de rattachement, une date de fin de période de rattachement et le montant, pour qu'effectivement notre système puisse déterminer la quote-part, si vous voulez, de ce salarié-là. Puisque la quote-part, alors dans la rubrique 40011 contrat de travail, il faudra mettre si c'est à la pige 31, si c'est à la vacation 32 et si c'est à la tâche 33. La quote-part, c'est évidemment, puisqu'on fait référence aux rémunérations, assiette brute déplafonnée 0,3 divisé par le SMIC mensuel. Ensuite, on a effectivement le contrat avec unité de mesure de la quotité de travail à l'heure, à la journée, au forfait jour, au forfait heure. Tout ça doit être correctement complété. On l'indique dans la rubrique 40011, unité de mesure de la quotité de travail. La rubrique 40012 doit être complétée, quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés. La rubrique 40013, quotité de travail du contrat. Et pareil, dans la rubrique 40011, ça sera, si c'est un salarié à l'heure, si vous renseignez l'heure, ça sera 10 à l'heure. Si c'est à la journée, 12. Si c'est au forfait jour, 20. Et si c'est au forfait heure, 21.
Et évidemment, la quote-part va être calculée comment? Quotité par divisé par la quotité de la catégorie du salarié. Et alors la dernière, c'est le salarié non concerné. À ce moment-là, dans la rubrique 40.011, il faudra mettre 99. Voilà, alors ce document-là, vous le retrouverez, parce que c'est vrai qu'il est très petit, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en tout cas, ce document-là, vous pouvez le retrouver. C'est important d'aller vérifier tout ça dans les règles de gestion prévues sur le site de l'URSSAF. Je vous en ai mis d'ailleurs le lien dans mes précédentes slides. Voilà pour ces informations-là. Voilà pour l'ensemble de ces informations. Maintenant, pour la mise à disposition des comptes rendus métiers effectifs. Alors, ça a été mis en place en février 2022. Il vous remonte sur le tableau de bord DSN les effectifs calculés par l'URSSAF. Et en mars 2024, les CRM effectifs, en fait, c'est le numéro 18. Maintenant, c'est au format NEORES, puisque vous savez que maintenant, le format, c'est NEORES. Ils sont vraiment rattachés à la dernière déclaration DSN mensuelle reçue dès que l'information relative et des effectifs est disponible. Vous l'avez immédiatement. Hein. Donc, vous avez différents codes. C'est l'effectif moyen annuel standard. Vous avez l'effectif moyen annuel BOTH et CAP. L'effectif moyen annuel OETH, évidemment, ça c'est pour tout ce que le calcul de la déclaration, savoir si vous êtes assujetti, savoir si vous êtes redevable d'une potentielle contribution DOTH, ou effectivement les effectifs moyens annuels CSA, CFIP, ça c'est pour les contrats favorisant l'insertion professionnelle pour le numérateur, et pour le dénominateur, c'est l'effectif moyen annuel CSA qui sont renseignés avec ces CRM. Et d'un point de vue général, si vous voulez, ces CRM effectifs, ils sont normalement transmis en début de mois à partir du moment où de nouveaux effectifs sont calculés par nos services et en fonction des SIRET concernés. Donc, ces CRM effectifs, 118, ils sont mis à disposition, ça c'est une petite information importante, par Net Entreprise. C'est un service complémentaire. Mais c'est un complément, j'allais dire, parce que de ceux qui sont disponibles sur le compte en ligne des URSSAF, sur leur site URSSAF. C'est-à-dire que alors ça c'est vraiment très important parce que c'est nouveau. Dès que vous avez modifié vous avez initié une modification de votre effectif, vous la visualisez. Alors pour 2023, hein, pas encore pour 2024, on l'a demandé, mais c'est pas encore effectif. Vous pouvez la visualiser sur votre compte en ligne. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Bon, les moments. Alors, il y a des moments dans l'année où effectivement vous allez recevoir. Ça, c'est pour les calculs des périodicités. Par exemple, début février, c'est pour la remontée des effectifs EMA standard. Hein. Pour le mars, c'est les EMA CSA parce que c'est la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Ça, c'est normal. Hein. CSA et CSA, CFIP. Et puis au 15 mars, c'est pour la remontée des effectifs OETH, BOTH et CAP. Donc, tous ces effectifs sont remontés sur un unique compte rendu métier effectif. Voilà. Et ce que je vous disais, ça c'est vraiment important parce que c'est très nouveau. Dès qu'il y a un changement, l'effectif moyen annuel concerné portera la modification réalisée. Ça, vous pouvez le voir à partir des comptes rendus métiers, mais également sur notre site URSSAF. Voilà ce que j'avais à dire sur nos effectifs et sur les comptes rendus métiers effectifs. Alors, je vais regarder effectivement. Je vois qu'il y a différentes. J'ai pas vu toutes les. Alors, j'ai vu pour la fonction publique effectivement. Hein. Alors, pour les non. Alors, quand vous prenez en compte la S21G0011008 pour les effectifs mensuels, non. Je réponds non parce que vous comprenez bien. Maintenant, on calcule les effectifs. Vous n'êtes pas obligé de le compléter parce qu'effectivement, nous maintenant, on prend en compte, c'est nous qui calculons les effectifs moyens mensuels. Ça, c'est comme les effectifs de fin d'année. Maintenant, c'est nous qui les calculons. Donc, c'est plus des données, j'allais dire, indispensables à renseigner dans la DSN. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu comme... Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Nous avons régulièrement un mail de demande de mise à jour BOTH. Faut-il y répondre? Alors là, non, parce que je ne sais pas quel mail. Alors, honnêtement, je ne saurais pas, madame, parce que non. En fait, à partir du moment où vous visualisez que votre effectif est en cohérence par rapport à ce que vous avez calculé, vous n'avez rien à faire. Puisque si vos BOTH, dans ce cas-là, vous parlez de BOTH,
Vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit si l'effectif que l'on vous a remonté sur en l'occurrence sur vos bénéficiaires d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est bien renseigné, vous n'avez rien à faire. Alors faites attention, hein, parce que quelquefois il y a des mails intempestifs qui sont envoyés par des organismes un peu frauduleux qui vous demandent des renseignements, donc n'y répondez surtout pas. Parce que ça peut être, ou en tout cas, faites-nous passer l'information et nous, on vous répondra sur ce sujet-là. Voilà. Alors, comment obtenir le détail du compte rendu? Je regarde si on a le temps. Oui, effectivement, c'est 11h32. Comment obtenir le détail du compte rendu métier effectif mois par mois, salarié par salarié? Alors du coup là, vous l'avez pas effectivement parce qu'on vous met effectivement les effectifs moyens annuels. Ce qu'il faudrait, nous maintenant, on a un outil qui nous permet d'aller voir effectivement comment sont paramétrés vos effectifs par salarié. Il y a des données qu'on ne peut pas vous envoyer parce qu'il y a des données confidentielles, comme par exemple, c'est quand même des données qui touchent les salariés et on peut pas, comme par exemple, je prends l'exemple des statuts de travailleurs handicapés. On ne peut pas de vous envoyer les effectifs BOTH qui vous sont détails salarié par salarié parce que c'est quand même confidentiel. Donc, si vous avez un écart, ce qui est important de savoir, c'est qu'en tout cas, si vous avez un écart entre ce que nous, on vous a calculé et ce que vous avez calculé, vous vérifiez effectivement s'il n'y a pas d'erreur de votre part, s'il ne correspond pas. Oui, c'est ça, quelqu'un me dit que faire si l'effectif ne correspond pas. À ce moment-là, vous nous envoyez un mail sur votre compte en ligne et on vous répondra et on répondra à votre question. Et on ira vérifier effectivement l'anomalie détectée ou peut-être qu'il y a une anomalie ou peut-être qu'il y a un salarié qui est mal renseigné. Voilà. Puisque nous, maintenant, on a la visualisation des salariés. Ah oui, je viens de recevoir une notification de la décision MDPSH. Comment déclarer en DSN? Ah oui, alors si vous avez reçu avec effet rétroactif une décision MDPSH, eh ben ça c'est très important parce qu'il va falloir faire un bloc changement. C'est-à-dire vous allez faire un bloc changement, bloc 41, pour calculer remettre si vous voulez la décision. Alors tout dépend ce que c'est comme décision MDPSH. Si c'est effectivement, ça modifie le statut de travailleur handicapé, c'est-à-dire de votre salarié, il va falloir effectivement dans la DSN et dans la DSN faire un bloc changement pour que, c'est ce que je vous disais, pour que le système va récupérer, va faire une calcul du profondeur de recalcul depuis la première date de la décision du statut de travailleur handicapé. Ça, c'est vraiment très important. Bloc changement. Voilà. Le calcul de l'effectif BOTH est fait grâce à nos déclarations, donc il n'y a pas de notion de confidentialité. Ben, si, pour nous, on n'a pas à vous envoyer, je sais que c'est fait effectivement, mais on n'a pas la possibilité d'envoyer salarié par salarié les travailleurs, les salariés qui ont travailleur handicapé. On ne peut pas le faire. Voilà. Ben, ces éléments confidentiels, pour moi, les éléments confidentiels, c'est la reconnaissance travailleur handicapé. C'est quand même une donnée qui est très confidentielle. Et vous savez qu'il y a des problèmes de hackers, il y a des données quand même qui sont beaucoup plus confidentielles que d'autres, j'allais dire. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas effectivement envoyer ces éléments-là, salarié par salarié. Ah oui, où se trouve-t-on ce CRM effectif exactement? Il est sur votre tableau de bord DSN, sur Net Entreprise. Et donc, vous pouvez le retrouver sous vos tableaux de bord DSN de sous Net Entreprise. Allô? Oui. Voilà, je vois. Ah oui, les contrats d'engagement éducatif. Alors, je vais y répondre parce que c'est des contrats beaucoup plus spécifiques. Et justement, on a bâti. Alors, c'est bien de poser cette question parce que nous, justement, on a questionné d'autres caisses nationales sur ces contrats un peu spécifiques, hein, puisque effectivement, ils sont calculés pour respecter la règle de droit de ces contrats d'engagement éducatif. Il faut vraiment, alors déjà, les paramétrer correctement dans le bloc 40. Mais je répondrai directement à votre question
parce qu'on a bâti justement une petite fiche pratique. On est en train de bâtir une petite fiche pratique sur le paramétrage de ces contrats d'engagement d'engagement éducatif, puisque vous les recrutez en cas de besoin. Ils sont pas, j'allais dire, paramétrer tous les mois de la même façon dans votre dans la DSN. Donc c'est un peu spécifique. Alors après, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. À peu près, nous avons régulièrement un mail de demande de mise à jour. Non, mais ça, j'ai répondu, pardon. Le détailler. Alors, il y avait quelqu'un qui, en effet, nous aussi en collectivité, notre logiciel de paye ne fait pas apparaître les codes, donc on est perdu lorsque ces codes sont évoqués lors de cette session. Oui, effectivement, c'est des codes spécifiques. Hein. Mais quand vous allez dans les règles de gestion, justement, les modalités de règles de gestion des effectifs sur le site, vous avez effectivement comment paramétrer certaines agents des collectivités territoriales. Donc, en tout cas, on est en train d'y travailler. Voilà. Juste pour compléter, Corinne, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le fait que la DSN est censée simplifier le travail des entreprises et de la RH et qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il est important de vraiment fiabiliser le paramétrage. Jusqu'à maintenant, la donnée individuelle, c'était pas une priorité, on va dire. Mais nous, notre convention d'objectifs et de gestion, elle est vraiment sur le travail des salariés et sur la solidarité à la source, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que qu'on a créé cet outil suivi DSN. Au départ, il a été créé. Je suis désolée, il y a une personne qui est en train d'échanger et qui a son micro, si c'est possible de le couper. Donc le but de cet outil suivi DSN, c'était en vue du transfert de l'Agir Carco qui finalement n'a pas eu lieu, mais c'est aussi pour fiabiliser ces données individuelles qui sont importantes parce que derrière ça va générer des droits à prestations ou autres. Et nous, on se rend compte aussi que des fois, ça paraît, ça n'a pas d'incidence financière, mais ça n'a pas d'incidence financière pour l'employeur, mais ça peut en avoir pour les salariés. Et c'est pour ça, n'hésitez pas quand vous avez des doutes de nous les faire remonter. Nous, on alerte aussi. Des fois, il y a des contrôles qui sont pas forcément conformes au tout début des contrôles. Et on travaille beaucoup avec la Caisse nationale qui, eux, travaillent avec les éditeurs pour essayer d'anticiper et que vous, derrière, vos paramétrages soient le plus fiable possible. Donc voilà, tous les mois, la Caisse nationale a des rencontres avec les éditeurs et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Cet outil, il est vraiment très bien fait. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire un message sur votre compte en ligne et le gestionnaire de votre dossier reviendra vers vous pour vous accompagner. Voilà, Nadia, je te laisse la parole. Merci, pardon. Merci Sandrine pour ces informations, mais j'avais pas désactivé mon micro, désolée, mais c'est vrai que c'est important et Sandrine a bien fait d'ajouter ces informations-là parce que maintenant, la donnée individuelle, on travaille aussi énormément sur la donnée individuelle. Donc vraiment, vérifiez bien le paramétrage au niveau de votre logiciel de paye. Alors, il y avait une autre question, je viens de voir en quoi correspond RDG 4 et RDG 5. En fait, c'est des règles de gestion 4 et règles de gestion 5. En fait, là, quand on dit la règle de gestion 5, qui doit s'appliquer aux agents de la fonction publique identifiés selon le statut d'emploi renseigné au bloc 40.026. C'est une règle de gestion qui doit s'appliquer dans ce bloc 40.026.01. Voilà. Mais la règle de gestion 4, toutefois, pour l'instant, la règle de gestion 5, pour l'instant, elle ne s'applique pas encore à ces agents. Donc, c'est pour ça qu'on applique la règle de gestion 4, qui leur est appliquée par défaut. Voilà. Je crois que je vais laisser, je pense qu'on a terminé. Merci pour votre intervention. Ouais, c'est bon pour vous, Corinne? Oui, merci de votre attention en tout cas. Merci. Alors, bien, on arrive à la fin de notre webinaire. Alors, avant de nous quitter, vous avez dans le petit onglet sondage un questionnaire
pour lequel je vous remercie par avance de prendre quelques minutes, un petit instant pour le compléter et nous faire vos retours par rapport à l'intervention aujourd'hui au webinaire qu'on vous a proposé. Donc déjà un grand merci à nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Vous allez avoir à disposition pour toutes les personnes qui étaient inscrites un replay, le support pour répondre également aux questions qui ont pu être posées dans le fil est à votre disposition et téléchargeable. Vous pouvez retrouver également sur le site Net Entreprise nos prochains webinaires, nos prochains événements qui seront proposés par le comité régional Rhône-Alpes. Un grand merci pour votre participation. Merci aux intervenants et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.